Mesdames et messieurs, les ambassadeurs, vous pouvez vous asseoir. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, madame le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences, mesdames et messieurs, membres des académies constituant l'Institut de France, chères consoeurs et chers confrères, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, directeurs, administrateurs généraux, professeurs et conservateurs, cher Patrice Huguier, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, et chers amis, je vous souhaite la bienvenue au Palais de l'Institut de France. Je souhaite tout d'abord excuser l'absence de notre secrétaire perpétuel Laurent Petit-Girard, qui est souffrant et qui m'a demandé de vous dire combien il regrette de ne pouvoir être parmi nous cet après-midi. Nous lui adressons nos vœux de prompt rétablissement. En son absence, je donne donc, sans plus attendre, la parole à notre vice-président Jean Gaumy de la section de photographie de notre Académie pour la lecture de l'ordre du jour de la séance présente. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, au cours de cette séance plénière de ce mercredi 1er octobre 2025, Madame Françoise Huguier, que nous avons élue le mercredi 25 janvier 2023, c'est pas si vieux que ça, sera officiellement installée comme membre de la section de photographie de notre compagnie. Je rappelle que le protecteur de l'Académie, Monsieur le Président de la République, avait approuvé cette élection par un décret en date du 10 février 2023. Vous voyez, il y a toujours un temps de latence entre les deux. Si vous me le permettez, Madame la Présidente, je souhaiterais souhaiter la bienvenue à Monsieur Fred Boucher, il se montre, que notre compagnie a élu la semaine dernière correspondant. Un rôle très important dans l'ensemble. Soyez, Fred, soyez le bienvenu, vraiment. Vous avez choisi, chère Françoise, notre consoeur et présidente Colline Serrault, de la section de cinéma et audiovisuel de notre Académie pour vous recevoir officiellement sous cette coupole. C'est donc elle que j'appelle tout d'abord à rejoindre la tribune basse. Chère Présidente, chère Colline, vous avez la parole. Depuis ces premières images prises en indépendante à partir de 1976 jusqu'à ses voyages audacieux en Afrique, en Sibérie, en Asie, l'œuvre de Françoise Huguier s'est imposée par son humanité, son exigence visuelle et sa capacité à donner à voir ce que l'on croyait insignifiant. Françoise Huguier n'a jamais rien fait comme tout le monde. Cette immense photographe, d'à peine 1,60 m, dévorée de curiosité, avide de connaître le monde, intrépide, rien ne l'a arrêté dans sa quête, dans sa soif de voyage intérieur autant qu'extérieur. Malgré son air quelquefois renfrogné, Françoise recèle des trésors de générosité. À une époque où la France black, blanc, beurre n'était pas encore à la mode, elle a su voir et faire voir la force et la richesse des artistes africains. Elle les a fait connaître et reconnaître comme les grands photographes qu'ils étaient. Elle a su aussi photographier elle-même l'Afrique avec un œil tendre, humoristique, empathique, admiratif, d'une culture éloignée de la nôtre, mais si précieuse. Lorsqu'elle a dû préparer son discours de la cérémonie d'installation à l'Académie, elle n'avait pas tout à fait compris la règle du jeu, qui est que là où le nouvel arrivant ne doit pas parler de lui-même, mais de celui ou de celle auquel elle succède. Elle avait donc écrit un récit de sa vie à la première personne, un récit haché, bizarre, tout sauf académique, mais tellement attachant.
Notre bien-aimé secrétaire perpétuel lui a donc expliqué avec diplomatie qu'elle devait se soumettre à l'exercice qui consiste à faire l'éloge ici, non d'elle-même, mais de son prédécesseur. Ce à quoi elle a répondu avec beaucoup de bon sens qu'elle ne succédait à personne, puisque la section de photographie était extrêmement récente et qu'en l'occurrence, personne n'était mort dans ce fauteuil, au demeurant vide avant elle. Alors, ils sont arrivés à un compromis. Dans son discours, elle parlerait de ces fabuleux photographes africains qu'elle a fait découvrir au monde, et quelqu'un d'autre parlerait d'elle, en l'occurrence, moi. Très bien, mais le problème, c'est que moi, j'avais beaucoup aimé son premier discours sur elle-même. Alors j'ai décidé de vous le restituer tel quel, à la première personne, vivant, brouillon parfois, tellement vrai, bondissant et imprévisible, comme la vie de Françoise Huguet. Voici donc ce qu'elle a dit. J'ai voulu vivre ma vie comme une aventure. Je suis née en France, mais à l'âge de 2 ans, je suis partie au Vietnam sur la plantation que mon père dirigeait pour la banque Rivaud, en bateau à partir de Marseille, 3 mois de voyage pour arriver à Saïgon. Mon frère et ma sœur aînée sont nés à Saïgon. Mais quand les Japonais sont arrivés, mon père a décidé de repartir en France. On m'a toujours dit que j'avais été conçue dans le détroit de la Sonde, entre la Malaisie et Sumatra. Comme sur la plantation, il n'y avait pas d'école, on a mis mon frère chez des religieux et ma sœur et moi au couvent des oiseaux. J'étais à la maternelle avec la méthode du père Castor. Ma mère a gardé un de mes cahiers, c'était une ruche d'abeilles. Une abeille plus une abeille égale 2 abeilles. On passait les vacances sur la plantation. En 1950, mon père dirigeait une plantation à Crec, au Cambodge, encore colonie française. Un soir, sur la plantation d'à côté, à Tchoup, il y avait un club pour les planteurs, avec cocktail pour les adultes et western pour les enfants. On nous a projeté la dernière cartouche. Quand ça a commencé à tirer sur la diligence dans le film, j'ai entendu des coups de feu qui venaient des alentours du club, vers la piscine. On était attaqué par les Viet Minh. Mon père est allé chercher l'armée française, qui n'est bien sûr jamais venue. Je me suis caché derrière le bar, mon frère dans la cuisine, ma mère nous a cherchés, elle a trouvé ma sœur, mais pas nous. Elle s'est enfuie en voiture, les tirs se sont arrêtés, je suis sortie du bar et j'ai vu 14 morts avec du sang partout. Sacré traumatisme quand même. Ensuite, mon frère et moi avons été enlevés par les Viet Minh. On nous a emmenés dans la forêt, près de Cratier, dans la jungle. On essayait d'éviter les sangsues, les migales, les serpents. On est resté 8 mois prisonniers dans ce camp. J'étais la seule petite fille. Mon frère était entraîné avec les enfants soldats et le commissaire politique nous faisait la classe tous les matins. Pendant ce temps, ma mère harcelait le gouverneur à Saïgon pour nous faire libérer. Il n'a jamais rien fait. Au bout de 8 mois, nous avons été libérés grâce aux bonzes de la pagode de la plantation de mon père qui ont dit que ce n'était pas normal de garder des enfants prisonniers. Libérés, nous rentrons en France. Mes parents me remettent au couvent des oiseaux à Brunoy qui pratique la méthode Montessori. Après le bac, j'ai fait propédeutique à l'université. Je voulais faire du cinéma. Puis finalement, j'ai dit à mon père que je voulais faire de la photo. Il m'a dit « Mais c'est ridicule, tu veux faire des photos de mariage toute ta vie ?» J'ai dit « Pourquoi pas ?» Et j'ai commencé à travailler dans un labo. J'avais essayé dans un studio, mais on me disait chaque fois « T'es une femme, t'es incapable de porter des trucs lourds. » J'ai donc travaillé 2 ans dans un labo, dans 2 labos, pour développer des plans films et je prenais des photos le week-end. Mes premières photos étaient des monuments de Paris, des photos sans aucun intérêt. C'est elle qui le dit. J'ai commencé à voyager dans les années 80 en suivant mon mari qui travaillait pour le ministère du Commerce extérieur, Chine, Birmanie, Indonésie, Malaisie, Singapour, les Philippines. Je suis convaincue maintenant
que je tournais autour du Cambodge. Mais il y avait les mers rouges et je ne pouvais pas y retourner. Il a fallu que j'attende 50 ans avant de pouvoir revoir le pays de mon enfance. Mes premiers reportages paraissaient dans le magazine Santidé. J'écrivais aussi les textes. Un jour, Christian Cojol m'a appelé pour travailler à Libération. C'est là où j'ai connu Serge Danet, Gérard Lefort, Michel Cressol. Gérard et Michel voulaient que Libé parle de la mode. C'est comme ça que j'ai commencé à photographier les défilés. Il y avait très peu de femmes photographes de mode. J'ai connu Christian Lacroix chez Patou. J'ai photographié les défilés de Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Azedine Alaya, Adeline André, Chanel. Je photographiais la mode comme un documentaire sur le terrain, comme une correspondante de guerre, une guerre en dentelle, une guerre de tranchées. J'invente des cadrages qui feront école en contre-plongée. Je coupe les têtes, je prends des détails, les chaussures, une main. Je bouscule le cadre en faisant d'une bouche fardée ou d'une main nue la vedette d'une photographie. Je morcelle les corps. On me dit souvent que je fais subir à la mode une épreuve de dérision. Pour Libé, je faisais les photos en noir et blanc, ce qui étonnait beaucoup les couturiers qui travaillaient sur la couleur. Ils pensaient tous que je les provoquais. Je suis à la limite de l'abstraction. Je photographie la mode, mais surtout, je la sublime, comme le titre de mon livre paru chez Actes Sud. J'ai aussi photographié dans les ateliers. J'étais sidérée, car pour la haute couture, il n'y avait pas de machine à coudre. Il fallait plusieurs heures pour coudre une seule boutonnière. Dans toutes les maisons, il y avait ce qu'on appelle l'accessoirisation. Une séance où les mannequins viennent et on leur choisit les accessoires et les bijoux qu'elles vont porter. Une fois, j'étais chez Chanel, j'attendais dans le salon et Karl Lagerfeld est descendu. Il m'a dit « Tu travailles pour qui ?» J'ai dit « Pour Vogue ». Il a dit « C'est des journaux de merde ». Je ne l'ai pas contredit. Le directeur artistique de Marie-Claire m'a demandé si je voulais faire une série de mode. Des séries de mode. À l'époque, on nous envoyait dans différents pays et mes cadrages avaient vraiment une allure de reportage. Comme sur une photo que tout le monde aime, retour d'enterrement en Martinique, avec la mannequin habillée en cacharel. Actuel m'a envoyé photographier le deuil chiite à Hyderabad, en Inde. Dans la procession, les fidèles se flagellaient avec des lames de rasoir. Mon sac était plein de sang. Comme j'étais fan de cinéma, à Calcutta, je suis arrivée avec une lettre de Serge Danet pour rencontrer Satyajit Ray. Quand nous nous sommes vus avec mon interprète, je lui ai demandé où il avait tourné le salon de musique. C'est à 200 km de Calcutta, au bord du Gange. J'y suis allée. Le film avait été tourné dans un palais. Je me suis inspirée des cadrages de Satyajit Ray. Au début, j'ai eu peur car c'était un camp militaire. Mais comme on ne me refuse jamais rien, j'ai réussi à faire les photos. Actuel m'a renvoyé à Calcutta pour la construction du métro avec des escaliers mécaniques. C'était compliqué pour les gens de prendre l'escalator. À ce moment-là, Satyajit Ray tournait son dernier film, Ran. Puis pour Libération, je pars au Japon avec Serge Danet pour rencontrer Kurosawa. Non, c'est Kurosawa qui a tourné Ran. On est allé chez lui car Serge voulait l'interviewer. Il était en train de préparer Ran. À la fin des années 80, mon ami Jean-Jacques Mandel m'offre L'Afrique fantôme de Michel Léris. Ce n'était pas mon idée première d'aller en Afrique, mais en lisant ce livre, j'ai eu l'idée de refaire le trajet de la mission ethnographique de Marcel Griaule, de Dakar à Djibouti. En 1988 sort mon livre Sur les traces de l'Afrique fantôme, de 200 photographies en noir et blanc, et sur la couverture, la fameuse photo du pêcheur Bozo. En 1984, je décide de retourner au Mali
que j'avais déjà apprécié en faisant le voyage de Dakar à Djibouti, je pars avec la journaliste Hélène Lee pour photographier Salif Keïta et Mori Kanté. Je décide de suivre Mori Kanté pendant sa tournée. Son tourneur s'appelle Mama Sissoko. Le directeur du centre culturel me dit d'aller le voir pour qu'il m'aide. Quand je rencontre Mama Sissoko, il me dit qu'il n'emmène pas les groupies. J'ai quand même réussi à suivre la tournée avec les musiciens, qui sont tous des Guinéens et qui m'ont appris énormément de choses sur l'empire médiéval au Mali, l'empire mandingue et sur le sens des chansons. Après la tournée, je reste à Ségou pour photographier les concerts du Super Biton, dont Mama Sissoko est le guitariste. Je suis le groupe quand il vient jouer en France et en Allemagne, de l'Est et de l'Ouest. Tous les ans, je retournais au Mali pour animer des stages photos et mon ami photographe Django Cissé, ex-stagiaire, m'a fait connaître Sédou Keïta et Malik Sidibé. Je projette à Arles les photos de Sédou Keïta. L'animation musicale est faite par Mama Sissoko. Malik Sidibé a sa première exposition à Nantes. Ils nous ont quittés, mais ils sont à présent très connus. J'ai photographié le coup d'État du Mali en 1991 et je me suis rendu à l'hôpital et à la morgue. Aucun des blessés ne pleurait ou ne criait. Et pourtant, on les opérait au Mercril, car tous les médicaments avaient disparu. Ensuite, je suis allée à la morgue, où j'ai photographié des femmes avec leur cervelle à côté de leur crâne, et pareil pour leur bébé. Et j'y ai aussi photographié une grande trace de sang qui a fait la une de Libération. En 1994, avec Gérard Lefort, je pars à Tombouctou sur le tournage de Wadi de Souleymane Cissé, que j'avais déjà photographié à Cannes à l'occasion de son prix pour Yélène. C'était un grand ami qui nous a quittés. Le producteur de Raoul Peck me propose de venir faire des photos pendant le tournage de Lumumba au Mozambique. Il tourne à Beira où je découvre les ateliers de chemin de fer. Celui qui relie Beira à Harare au Zimbabwe, dont pays sans port car sans accès à la mer. Je retourne un an après à Beira pour photographier les ateliers. J'ai mis 3 semaines pour avoir la permission, mais j'ai réussi. C'était passionnant. Ensuite, je suis allée en Afrique du Sud, car Claire Denis me dit qu'à Durban, il y a la maison de Gandhi qui a commencé sa carrière là-bas. Il y a 1 million d'Indiens qui vivent à Durban, et sa maison était en ruine. Par chance, sa fille a obtenu de l'argent pour restaurer la maison. Je retourne à Durban plusieurs fois pour photographier les foyers d'hommes et de femmes, les bidonvilles, les sangomas, le quartier indien. J'ai eu de la chance, car j'ai même pu photographier Nelson Mandela. En 1992, après l'Afrique fantôme, je décide d'aller dans une région où il fait très froid, où il n'y a pas d'arbres, comme au Sahel. Ce sera la toundra, en Sibérie, au-dessus du cercle polaire. Mon rêve est de rejoindre le détroit de Bering. Je savais qu'il y avait le chamanisme dans cette région. Je m'arrête à Saint-Pétersbourg pour rencontrer une ethnologue russe qui vit dans un appartement communautaire. Je commence mon voyage à Salra et à Yamal, là où il y a Gazprom maintenant. Je vis chez les éleveurs de rennes, puis je passe à Taïmyr et je découvre Norilsk, ancien goulag, créé par des ingénieurs allemands. Par chance, j'habite chez le chauffeur du directeur du combinat, qui me présente le responsable de la photo, et j'ai pu aller photographier dans toutes les usines. À Taïmyr, j'ai été dans des petits villages où il y avait les petits peuples qui venaient de Mongolie. Il n'y avait pas d'hôtel, j'habitais chez les gens ou dans les écoles. Pour circuler, on prenait une auto-chenille ou un hélicoptère. Il y a un camp militaire au nord de Taïmyr. L'hélico nous a amenés dans une île
à 80 km du pôle Nord, où il y avait des mines d'or. Et je suis parti ensuite vers le détroit de Bering par le port de Pévec. Avant le détroit, je vais à ULN. J'habitais chez les gens et j'ai assisté à la chasse aux morses que faisait à l'époque au javelot. Je retourne à Pévec, je vais voir le responsable de la capitainerie pour lui dire que je veux rejoindre le détroit de Bering. Il contacte par radio, en morse, Sergueï, le capitaine du brise-glace, qui dit « Oh, des Français, ça me fait plaisir, j'arrive dans 4 jours ». Il est effectivement arrivé 4 jours plus tard et nous a embarqués avec Volodia, mon traducteur, et on a croisé le détroit de Bering. Dans la salle à manger, il y avait un piano. Je demande à Volodia qui en joue. Il me dit « Je vais demander au capitaine ». Le capitaine est descendu et a joué du Chopin. C'est ça, la Russie. Sergueï voulait que je reste dans le brise-glace, mais je lui ai demandé de me déposer à l'Aventria. Là, on a fait du stop-avion. On est rentré à Moscou dans un avion militaire qui a servi pour transporter les chars pendant la guerre d'Afghanistan. Ensuite, j'ai passé 10 ans à photographier les appartements communautaires de Saint-Pétersbourg. J'en ai fait un livre et un film pour lesquels j'ai eu 2 prix. En 2011, j'ai eu le prix Ladret de la Charrière et j'ai proposé de documenter les classes moyennes à Bangkok, Kuala Lumpur et Singapour, où j'étais allée dans les années 80. Je voulais voir comment ça avait évolué. En 2015, j'avais lu dans Courrier International un sujet sur l'apprentissage de la mort en Corée. C'est ce qui m'a décidé d'aller à Séoul. Je suis restée 6 mois à photographier chez les gens le pont de la mort où il y a beaucoup de suicides, les bidonvilles, la rue, le métro, la chirurgie esthétique et le Dream Palace, un endroit où les vieux viennent danser. Ça a fini par une exposition au musée de la ville de Séoul. Après, je me suis plutôt intéressée à la France, où j'ai photographié 45 familles à côté des futures gares du Grand Paris et à Deauville, dans des logements sociaux. Puis, j'ai fini par l'usine du tunnelier en Allemagne, Ehrenknecht. Comme j'ai créé la Biennale de Bamako et qu'il y avait des problèmes au Mali, en 2013, j'ai décidé de la faire venir au pavillon du Carré de Baudouin, et ça s'est intitulé Bamako Photo in Paris. J'ai été aussi commissaire pour le musée du Quai Branly, Photo Quai 2011, où j'ai fait venir 46 photographes du monde entier qui n'avaient jamais exposé en France. Des Singapouriens, Laotiens, Cubains, Colombiens, Russes, Tanzaniens. L'exposition a été inaugurée par Frédéric Mitterrand, alors ministre de la Culture. J'ai aussi dirigé la Biennale de photographie de Luang Prabang au Laos, organisée par l'Institut français en 2010. Actuellement, je continue à faire des photos, notamment dans les appartements des gens. Et là, je prépare un autre livre sur le Japon et sur Christian Lacroix. Je fais aussi des lectures de portfolio pour aider de jeunes photographes. Récemment, j'ai proposé à l'Académie 2 photographes magnifiques, Augustin Recton et Maya Tilleul. À Bandung, j'ai aussi photographié les petites princesses, les filles de bourgeois et tout un groupe d'Indonésiennes portant le hijab dans un grand magasin spécialisé des vêtements musulmans. Une des jeunes femmes était toute habillée en Hello Kitty. Je les ai exposées dans une galerie à Bandung. Voilà, c'est tout pour l'instant, dit-elle. Voilà comment parle Françoise Huguier, tout cru. Tes photographies sont toujours d'une beauté saisissante, des coups de poing de vérité, d'émotion, avec une science inouïe du cadre, de la lumière. Et c'est mon métier aussi, donc je sais de quoi je parle. Des photos d'une esthétique puissante, mais jamais gratuite, toujours au service d'une vision qui veut montrer l'humanité de ceux qu'on ne voit pas, qui ne sont rien, mais dont tes photos disent qu'ils sont le sel de la terre. Bienvenue parmi nous, chère Françoise Huguier, dont l'œuvre a su tisser les liens fragiles et puissants entre les peuples, les lieux, les histoires.
Je remercie Colline d'avoir parlé de mon travail de photographe. Pour ma part, j'ai choisi de vous raconter mon histoire avec l'Afrique et avec les photographes africains. Il me semble quand même important de redire qu'en 1950, lorsque mon père dirigeait une plantation à Krek, à Cambodge, on a été enlevés par les Viet Minh. C'est très important. Mon frère et moi, qui n'est pas là aujourd'hui, nous avons été emmenés dans la forêt, près de Kratier, dans la jungle. On est resté 8 mois dans le camp. Mon frère était entraîné avec les enfants soldats et le commissaire politique qui avait fait ses études en France nous faisait la classe tous les jours. Moi, je l'ai tanné pour monter le drapeau Viet Minh tous les matins et chanter l'international en vietnamien. Je peux plus chanter. Dans les dortoirs où on couchait, il y avait le portrait de Lénine de Staline. Mon frère était entraîné avec les enfants soldats et quand il a voulu s'enfuir, il a été pendu par les pieds. Au bout de 8 mois, nous avons été libérés grâce aux bonzes de la pagode sur la plantation que dirigeait mon père. Parce que comme vous a dit Colline, ma mère passait son temps à Saigon pour aller voir les gens à Saigon qui étaient responsables. Et en fait, ils n'en avaient rien à foutre, quoi. Et on a été libérés à la pagode. Et quand je suis retournée 50 ans après, j'étais très étonnée parce qu'il restait la chambre où on avait couché avec mon frère. Et en fait, on n'avait pas été libérés tout de suite à la plantation parce que les bons se disaient fais attention, parce qu'il y a mon père, fais attention parce qu'il y a des mines partout. Donc il vaut mieux que tu envoies ton chauffeur. Et quand j'y suis retournée 50 ans après, figurez-vous que les gens m'ont reconnue, ils m'ont dit « Mais c'est Françoise ?» Alors j'ai dit oui, parce qu'il y a la pagode et la sala. Hein. La sala, c'est une salle où se réunissent les vieux. Et donc, ils m'ont dit « Mais c'est Françoise ?» Et puis il y a une dame qui est venue avec une poupée qui m'a dit « Françoise, c'est ta poupée. » Bon, je n'ai pas cru. Et effectivement, en revenant, en voyant mon album de famille et en demandant à ma mère, elle m'a dit « Si, c'est ta poupée. » La photographie, je l'ai commencé dans le camp en faisant le genre de scénopée. C'est le commissaire politique qui m'a montré comment faire. Mais je ne suis pas sûre que ce soit qui ait déclenché mon envie de faire de la photo. Libérés, nous rentrons en France. Je refais, Colline l'a dit, le trajet de la mission Griotte de Dakar à Djibouti et je sors le livre. En 84, je décide de retourner au Mali, que j'avais déjà apprécié en faisant le voyage de Dakar à Djibouti. Je décide de suivre Moric Kanté sur sa tournée. La personne qui s'occupe de le faire tourner s'appelle Mama Sissoko, qui est là. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Il dit c'est pas possible parce que nous on n'emmène pas les groupies. Voilà. Donc j'ai quand même été avec les musiciens qui étaient des Guinéens qui m'ont appris énormément de choses sur l'Empire mondingue. Je parle un peu bambara mais j'ai un peu oublié. Après la tournée, je reste à Ségou pour photographier les concerts du Super Biton, dont Mama est le guitariste virtuose. Voilà. Je suis le groupe en France, en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest. Et tous les ans, je retourne au Mali et j'anime des stages photos. Et mon ami Django Cissé, qui est toujours là avec nous, ex-stagiaire, me fait connaître Seba Keïta et Malik Sidibé, qui par contre ne sont plus avec nous, Dieu et leur âme. Comme vous le savez, je viens de le dire, ils nous ont quittés. En 91, mes amis maliens me disent qu'il va y avoir un coup d'État. Mais je crois que Colline en a parlé aussi, de Moussa Traoré. Donc je dis à Libé, je vais y aller, il va y avoir un coup d'État. Libé me dit, il n'y aura pas de coup d'État. Je dis, ben écoute, moi j'y vais, et puis s'il y a le coup d'État, vous remboursez le billet. Donc j'y vais. Et vous avez vu la photo de la trace.
Et moi, je n'étais pas prête à faire ce genre de photos parce que moi, les photos de guerre, j'ai connu. Donc, je n'avais pas du tout envie de faire ce genre de choses. Mais finalement, ça m'intéressait parce que le Mali, c'est mon deuxième pays. Donc, c'était important. J'ai assisté au discours notamment de celui d'Alpha Konaré, qui a été le président après démocratique et qui était futur président. Et dans la file, il y avait des marionnettes géantes pendues à l'effigie de Moussa Traoré. Ils m'ont prévenu que quand j'étais à l'hôpital et à la morgue, ils m'ont dit que le frère le beau-frère de Moussa Traoré était en train de brûler. C'est mes copains photographes maliens qui m'ont dit. Donc, vous voyez la photo. Hein. Donc, on était 2 photographes à photographier ça. Moi et Racine, qui malheureusement n'est plus avec nous. Dieu et son âme, je suis retournée chez mes amis de l'autre côté du fleuve. J'ai voulu passer le pont. Et les tanks sont arrivés. Tout le monde m'a dit, François, déconne pas. Tout d'un coup, j'entends un griot qui est très connu. Mais c'est très important parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement au Mali, c'est lui qui chante. Et en fait, je me suis aperçue en voyageant en Afrique qu'il y avait le festival de cinéma à Ouaga. Et à Dakar, il y avait un festival tous les ans. Donc j'ai dit, mais pourquoi il n'y a rien au Mali? Que le Mali, c'est le pays de la lumière, hein, Yélé, en bambara. C'est pas ça? Hein? Bon. Alors le ministre de la Culture, Bakary Koumba Traoré, écrit dans le catalogue, le premier catalogue des rencontres de Bamako, les rencontres de Bamako, les rencontres de la photographie africaine sont tout d'abord une occasion inespérée d'admirer des documents photographiques qui racontent l'Afrique et l'histoire complexe de sa photographie. Au-delà de l'opportunité de dialogue, de réflexion et d'échange qu'offriront ces rencontres, c'est la reconnaissance d'une certaine esthétique photographique qu'il s'agira de fêter. La photographie africaine repose sur une véritable connivence artistique entre le photographe et le sujet qu'il photographie. L'un est magicien et l'autre modèle vivant, mêlent leur sensibilité et leur plaisir en des images dont l'étonnante curiosité repose proprement de la création artistique. Pour trouver les photographes, je vais au Mozambique, en Afrique du Sud. Il y a un musée, en Afrique du Sud, il y a un musée de la photographie pour la Biennale. En Côte d'Ivoire, au Nigeria, on prépare la Biennale. J'ai découvert certains nombres de photographes lors de ma traversée de l'Afrique aussi, de Michel Léris, pardon. J'ai choisi 45 photographes, dont Sédou Keïta, Samuel Fosso, centrafricain, Moussa Mbaye, sénégalais, le Malien Aliounba, qui n'est plus avec nous malheureusement, Django Cissé, Racine Keïta, Santou Moufokin, Yves Vitchen, de l'île Maurice, Pierre Omen, de Madagascar, Djibril Sy, Sénégal, Boubacar Touré, Mandé-Dori, et Doris Aaron Rasco, de Côte d'Ivoire, et un jeune Nigérian, Roti Fani Kiod, qui a beaucoup photographié le nord du Nigeria. Et on expose au musée du centre Ampateba, il y a un endroit qui a été construit par les Coréens du Nord et qu'on appelle le centre Ampateba maintenant. Et au lycée, j'ai exposé beaucoup des Sud-Africains, parce qu'au moins au lycée, c'était important que les élèves voient des photos. Et j'expose Sédou Keïta dans la salle des anciens combattants et Malik Sidibé à l'INA, une école d'art, qui malheureusement, en ce moment, d'après ce que j'ai compris, je crois que le gouvernement voudrait la détruire, alors que c'est un bâtiment qui est magnifique. Il y a beaucoup de couples au bord du Niger dans les photos de Malik, dont un couple que Malik me demande de ne pas l'exposer. Car là, lui, c'est le directeur, on voit la photo, là, c'est le directeur de l'ERTM, qui est donc la télévision malienne, à l'époque. Finalement, je vais voir le directeur, et pour que les Maliens de Bamako viennent voir les photos, c'était important qu'il y ait une émission à 8h du soir pendant les informations, en racontant un peu. Et le directeur me dit, oui, mais les photographes ne savent pas parler. Alors je lui dis, mais moi, c'est quoi? Donc,
Alors, je lui montre la photo et je lui dis... je lui montre la photo et il me dit, effectivement, ce n'est pas ma femme, mais ce n'est pas grave, je me remettrai. C'est pas moi qui le dis, hein. Le Mali aimerait bien que je continue à diriger la biennale, mais je refuse car je suis photographe et je trouverais mieux que ce soit un Malien qui le dirige. Je suis retournée en novembre dernier pour la 14e biennale. J'ai exposé Secrète et avec Youssouf Sidibé, qui est un collectionneur de statues, dans un musée qu'a créé la femme d'Alpha Konaré, qui est le musée de la femme, qui est un musée extraordinaire, qui raconte toute l'histoire des femmes au Mali. Souleymane Cissé, j'y étais avec Gérard Lefort à Tombouctou pour photographier Wati. Et puis à Cannes, j'ai photographié avec Godard aussi. Et malheureusement, il nous a quittés. Ses filles sont là. Hein. Il y a le producteur de Raoul Peck, qui est un cinéaste, au cas où vous ne sauriez pas, qui me propose de faire des photos pendant le tournage de Lumumba. Parce que, en fait, lui, il était haïtien, et au moment de l'indépendance, son père était professeur de français, et donc, au moment de l'indépendance, ils avaient besoin d'étrangers pour donner des cours de français, parce que pendant la colonisation belge, c'était pas vraiment comme ça. Donc, il n'a pas pu tourner à Kinshasa, donc il a tourné à Beira. Et Beira, c'est une ville, moi j'étais étonnée, c'est une ville qui est un port. Et quand je suis arrivée, j'ai fait des photos du tournage, là, il y a 3 des acteurs que je revois toujours d'ailleurs. Et en plus, il y avait un hôtel, parce que Beira, c'était un peu le Cannes des Portugais. Donc je vais dans un hôtel de luxueux, et là je m'aperçois que, comme il y avait la guerre civile, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fui la campagne, qui sont installés là, et même dans les salles de bain, où il y avait même les robinets qui étaient en façon or, quoi, et qu'il avait dans la piscine leur linge. Donc, j'ai photographié. Et puis, je décide de retourner à Beira, parce qu'il y avait un chemin de fer entre, et Colline l'a dit, il y a entre Beira et Harare, c'est au Zimbabwe. Et là, j'avais vu qu'il y avait un atelier de chemin de fer absolument extraordinaire. Et là, j'ai fait la danse du ventre pour essayer de faire des photos. J'ai mis 3 semaines à avoir la permission. Mais j'ai réussi. Quelques années après, je retourne aussi au Mozambique. Et je m'aperçois qu'il y a une agence de photos. Et celui qui dirige l'agence de photos a fait beaucoup de photos de prostituées. Donc j'ai exposé après, au moment d'une biennale. Et il y avait, dans cette agence, il y avait pas mal d'Africains du Sud, de Zimbabwe et du Mozambique. Je voulais aller en Afrique du Sud et Claire Denis me dit « François, tu devrais aller à Durban parce que c'est là où Gandhi a commencé. » Donc Colline vous l'a dit. Donc j'ai été à Durban et je suis restée plusieurs fois à Durban. Je suis restée longtemps. Et il y avait un institut français, donc j'ai rencontré des photographes et je les ai exposés là. C'était mon idée. À un moment, il y avait des problèmes au Mali. Bon, donc en 2013, il n'y aurait pas de biennale. Donc j'ai décidé de la faire dans le 20e, au Carré Baudouin. Et j'ai intitulé Bamako, photo in Paris, Colline vous l'a dit. Donc vous voyez certaines photos là. Ça, c'est des photos qui sont faites par un photographe. Il a photographié les Peuls, parce qu'il y a une ethnie qui s'appelle les Peuls, du côté de Koulikoro. C'est le sud un peu du Mali, près de la frontière. Donc là, j'ai exposé Jody Beber, qui était une femme blanche, une photographe blanche sud-africaine, une de ses photos. Akindu Akinleye, nigériane.
Mohamed Camara, qui est malien, et toute une jeune génération de photographes maliens. Les œuvres de Sokona Day, de Arandane et de Mohamed Camara, de Fatoumata Diabaté, qui a beaucoup de succès. Maintenant, elle expose dans le monde entier. Et Adama Pamba sont comme des anti-œuvres de la photographie que certains considèrent comme africaines. Elles attaquent les constructions élaborées trop hâtivement que réduisent la photographie en Afrique et à la photographie de studio des années 50. Parce que pendant combien de temps j'ai entendu qu'en Afrique, il n'y avait pas de photographe, parce qu'ils faisaient que des photos dans des studios, quoi, pour les familles. Et en fait, Saptouré dit quelque chose de très intéressant. Il dit que, parce Saptouré avait une galerie à Bamako, et il dit que les photos que font maintenant les Africains parlent de l'homme, des symboles, des faits, de l'insaisissable relation qui est vague entre ces éléments. Donc j'ai exposé ces photos-là au Carré Baudouin. Il y a eu beaucoup de monde. Et Souleymane Cissé, il a fait ses études à l'université de Lumumba, parce qu'au début du temps de Modibo Keïta, on envoyait les élèves en Russie. Et il a fait ses études à Lumumba de cinéma. Il a appris le russe et il a appris aussi la photo. Et il faisait beaucoup de photos de repérage. Donc j'ai exposé ces photos de repérage. Et puis cette exposition au Carré Baudouin, j'avais été voir le ministère pour qu'il m'aide à financer. Ils m'ont dit, comme il y avait les problèmes au Mali, ils m'ont dit vous exposez pas des photos où il y a des morts, puisqu'au nord du Mali, il y en avait. Hein. Et j'ai dit oui. Et en fait, j'en ai mis. Et puis, j'ai dit à Souleymane, mets-toi à côté de moi pour leur expliquer quand même. Alors, j'ai fait pas mal de workshops aussi, financés au début par la Fondation Blacher. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une fondation qui, en fait, fait les décorations de Noël dans le monde entier, mais c'est surtout qu'ils ont amusé sur tout ce qui est artiste africain. J'ai fait plusieurs workshops et avec des photographes comme Sédou Camara. Je ne sais pas si on va voir la photo, voilà. Bon, je vous expliquerai pas parce que vous connaissez, vous. Je ne vais pas vous expliquer. C'est pour le mariage. On est d'accord? Hein? Alors après, Sédou, il a monté un collectif qui s'appelle le Yamaru Photo et qui fait les interbiennales et qui expose les photographes dans le monde entier, qui fait un travail formidable. Il y a eu donc ce workshop où il y avait les étudiants qui avaient fait leurs études. J'aurais demandé de travailler sur les étudiants qui avaient fait leurs études en Russie. Donc il y avait Souleymane Cissé, et c'est une photographe qui l'a photographié. Il y a un autre photographe qui a photographié aussi un professeur de philosophie et qui a encore ses cahiers en russe, qui parle russe, parce qu'il y en a encore qui parlent russe. Hein. Et il y en a beaucoup aussi qui voulaient aussi épouser des Russes, mais ça passait pas comme ça. Après, j'ai fait un autre workshop et j'aurais dit, ce serait bien, parce que l'apparence c'est très important au Mali. Donc j'aurais dit, ce serait bien de faire parce que je donnais le thème 2 mois avant. Donc j'aurais dit, ce serait bien de faire un workshop sur l'apparence. Alors j'arrive 2 mois après et je m'aperçois que ça ressemble à Tati. Alors je dis, non mais c'est pas possible. Donc, et en fait, on a très bien travaillé, enfin surtout eux, parce que il y avait un photographe qui a photographié, parce qu'à côté du musée de Bamako, il y a le parc Lagacan. Donc là, il y a un photographe qui a fait un texte, d'ailleurs, sur les violeurs, et j'en ai fait une vidéo.
Et donc, on a tourné, enfin, il a fait des photos dans le parc. Et effectivement, à un moment, on voit apparaître un jeune homme comme ça, voilà. Et puis, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans le parc, il y avait beaucoup de serpents aussi. Alors, je disais à la fille, à la mannequin, je disais, faites attention, il y a des serpents. Et puis, il y en a un autre, parce qu'il y a une boîte de nuit qui s'appelle Obama. Bien voilà, le parc Lacacan. Et il y a une boîte de nuit aussi qui s'appelle Obama. Et là, ben voilà, la photo. C'est-à-dire qu'il y a une très jolie fille. Et il y a deux mecs qui sont là. Et il y a un des mecs, celui qui est en couleur, qui lui donne une montre. Et finalement, elle choisit l'autre. Avec la polygamie, la jalousie est très courante. Il y avait aussi des photos devenues une vidéo ensuite dans le parc, ben, je viens de le dire, de Lacacan. Et Kani Sissoko, qui est une très bonne photographe, a fait une série extraordinaire sur elle dans son lit avec une lumière très étudiée la nuit. Et cette exposition-là, avec... voilà la photo. Cette exposition-là, je l'ai exposée à la bibliothèque Elsa Triolet à Bobigny et à la médiathèque de Romainville. Ce qui étonne toujours les visiteurs, car beaucoup imaginent qu'il n'y a pas de photographe africain. J'ai intitulé cette exposition « Mon pied, ton pied ». En traduction de Bambara, ça veut dire « faire l'amour ». C'est ça, non? Je ne me suis pas trompé? Je ne sais plus le dire en Bambara, excusez-moi. Et alors, il y avait aussi, pour le workshop, il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel L'Amitié, qui a été construit par les Égyptiens, qui est un grand hôtel à Bamako. Et là, il y a un photographe qui a mis une fille dans l'arbre et qui a fait de l'animisme, voilà. Et la fille sort, fait le tour du monde, et quand elle revient, elle raconte tout ce qui se passe dans l'arbre. Alors, je retourne à Durban et chercher des photographes, et je les expose au Centre culturel français aussi. Parce qu'effectivement, en y retournant plusieurs fois, je fais la connaissance de photographes, c'est ce qui m'intéresse. Hein. Ce n'est pas forcément les hommes politiques qui m'intéressent. Hein. En 2023, le Quai de la Photo me demande d'être la marraine. Je leur dis d'accord si vous exposez, si on fait une exposition sur les Maliens, sur les photographes maliens. Il y a des photos que j'ai prises de John Kalapo qui sont sur les homosexuels, parce que ça, au Mali, on ne peut pas les exposer. C'est un peu compliqué. Des tatouages de Seba Keïta aussi, c'est un peu compliqué. Cette exposition a eu beaucoup de succès au Quai de la Photo, et on a fait un concert de Mama Sissoko, vous allez entendre là-bas, tout à l'heure, avec ses musiciens. Et certaines de ces photos sont présentées dans Regard d'Afrique, à la galerie d'Olivier Sultan, qui est là. Et à chaque fois, je rencontre des gens qui me disent « Tu es à la retraite, alors tu arrêtes de faire des photos ?» Je réponds « Non, je continue, que je ne suis pas encore morte. » Je suis très honorée d'être académicienne. C'est mon mari qui m'a poussée. Et je remercie tous les membres de l'Académie des Beaux-Arts de m'avoir accepté quand je me suis présentée. Je remercie aussi le secrétaire perpétuel Laurent Petit-Girard, qui malheureusement n'est pas là, de m'apprendre énormément de choses, notamment sur la musique classique, parce que moi je connais que la musique métal africaine et cubaine. J'ai photographié 10 groupes de métal à Bandung, en Indonésie. Je ne sais pas si vous... Peut-être qu'il y en a qui se souviennent qu'à Bandung, il y a eu le sommet des non-alignés en 1955. Donc il y a un musée encore. Bon, évidemment, je suis photographe, mais je suis surtout la curieuse, comme dit mon ami Gérard Lefort. Je remercie le commissaire politique du camp de m'avoir initié à la photographie, ainsi que Patrice Huguet, qui, après avoir étudié aux arts décoratifs, a été architecte pour le ministère des Commerces extérieurs et que j'ai suivi partout. C'est comme ça que j'ai pu aller à Sumatra, à Shanghai, etc., etc. Ce qui m'a permis de faire des photos, mais aussi de rencontrer des photographes. Et enfin, Mama Sissoko, qui ne m'appelle plus la groupie maintenant, qui est reconnue dans le monde entier, qui a notamment joué à Montreux avec Santana et Herbie Hancock. Et grâce à lui, j'ai fait la connaissance de la communauté malienne de France, que je respecte.
particulièrement les personnes blessées au moment du coup d'État, car certains sont venus en France pour se faire soigner et ont monté une association que j'ai rencontrée il y a 2 ans. Et je remercie Alpha Konaré qui a accepté que l'on crée la Biennale de Bamako, qui existe toujours. On ne pourra plus me dire qu'il n'y a pas de photographe en Afrique. Chère Françoise Huguier, soyez la bienvenue dans notre académie. Chères consoeurs, soyez la bienvenue dans notre compagnie. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir bien voulu assister à cette séance d'installation et d'avoir ainsi entouré de votre amitié notre nouvelle consoeur. Dans un instant, son épée d'académicienne lui sera remise ici même au cours d'une cérémonie moins protocolaire. Cette séance d'installation va donc s'achever, mais je vous demande donc, chers amis, de bien vouloir conserver votre place, même si je déclare officiellement que cette séance d'installation est levée. Je passe maintenant la parole à mon confrère Adrien Goetz. Merci Madame la Présidente. Chère Françoise, vous avez donc choisi votre amie, auteur que nous aimons beaucoup, l'écrivaine Aya Sissoko, l'écrivaine et championne de boxe, et championne du monde de boxe, il faut le rappeler, pour vous remettre votre épée d'académicienne. Chère Madame, je vous donne donc la parole. Dans la cosmogonie malienne, il existe un personnage illustre du nom de Mosokoloni. Mosokoloni veut dire la vieille ou encore l'ancienne en bambara, l'un des dialectes du Mali, un pays cher à Françoise Huguier. Mosokoloni fut la première créature à qui Koni, le maître qui réside dans le bleu indigo du ciel, donna la vie. Après avoir coupé le cordon ombilical avec son créateur en s'élançant dans le vide à partir du cosmos, Mosokoloni prononça les mots suivants après avoir atterri sur Terre. Libre, libre, libre. Je suis libre de ma personne et de mes actes. Certains griots, qui sont les dépositaires de la mémoire et des traditions, disent que Mosokoloni employa chaque parcelle de son être et de sa présence sur Terre à la conquête et à la sauvegarde de 3 choses. Dire ce que lui dictait sa volonté. Faire ce que lui dictait son désir. Être propriétaire d'elle-même. Ces mots puisent dans la charte du Mandé, ou Mandé Kalika, qui proclamait « Écoutez bien ce que les gens d'autrefois nous disent. L'homme, en tant qu'individu, fait d'os et de chair, de moelle et de nerfs, de peau et de poils qui le recouvrent, se nourrit d'aliments et de boissons. Mais son âme, son esprit vit de 3 choses. Voir ce qu'il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. Si une seule de ces choses venait à manquer à l'âme, elle en souffrirait. Elle s'étiolerait sûrement. En conséquence, les chasseurs déclarent « Chacun dispose désormais de sa personne. Chacun est libre de ses actes, dans le respect des interdits, des lois de la patrie. » Tel est le serment des Mandins, à l'adresse des oreilles du monde entier. À ceux ici présents, ces traits de personnalité attribués à Mosokoloni, je le répète, dire ce que lui dictait sa volonté, faire ce que lui dictait son désir,
être propriétaire d'elle-même, décrivent parfaitement Françoise Huguier. Son rapport au monde et sa façon d'appréhender son travail photographique. Il est instinctif, profondément humain. Françoise Huguier ne triche pas, elle est entière. Elle dit ce qu'elle pense et elle fait ce qu'elle veut. D'ailleurs, en lisant le carton d'invitation à sa séance d'installation, j'ai ri. Non pas de voir mon nom dans la liste de son comité d'honneur, quoique, mais parce qu'une fois de plus, Françoise Huguier ne fait rien comme les autres. Pour Françoise, ce ne sera pas une épée, mais un sceptre. Vive la reine, vive Mussolini, l'éternité pour Françoise Huguier. Alors le sceptre, en fait, c'est mon mari qui l'a dessiné. Il s'appelle Au doigt et à l'œil. C'est le titre d'un de mes livres aussi que j'ai écrit aussi. Mais comme j'ai fait le tour du monde, donc il y a l'œil. Et puis quand on est photographe, finalement, il y a l'œil et le doigt. Parce qu'on appuie sur on appuie, on regarde, on appuie, voilà. C'est pour ça que, voilà. Et c'est mon mari qui l'a dessiné. Tout d'abord, je tiens à remercier le directeur de l'Académie et tout le personnel de l'accueil chaleureux qui m'ont réservé. Je venais du Mali. Demba, Kana Demba Kabaladi Elembe Demba, Kana Demba Soko. Demba, Kana Demba Kabaladi Elembe Demba, Kana Demba Soko.
demba kabala dielembe demba kara demba soko demba kara demba kabala dielembe demba kara demba soko demba kabala dielembe demba kara demba soko demba kabala dielembe demba kara demba soko